Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue encore une fois sur votre plateau Réflexion politique, le plateau sur lequel on pose une thématique, on pose des questions, on essaie tout simplement d'éclairer nos lanternes, d'avoir des réponses à pas mal de sujets qui nous concernent, qui concernent le Mali essentiellement. Voilà sur ce plateau. Aujourd'hui encore une fois, on a besoin de parler de l'actualité, une actualité qui fait quand même pas mal de communication, pas mal de débats, pas mal de discussions. Il s'agit notamment de la crise de carburant. Voilà, tout le monde sait que l'hydrocarbure est très essentiel pour les économies en général et l'économie malienne n'y passe pas. On l'utilise dans le domaine agricole, dans la pêche, l'élevage, l'industrie, le commerce et évidemment le transport qui est le plus visible. Les citoyens vivant sur le sol malien subissent depuis quelques semaines pour des régions et depuis quelques mois, notamment le mois de septembre-octobre, les Bamako ont pu se rendre compte de cette grande pénurie de carburant. Une situation de pénurie de carburant qui impacte aujourd'hui la vie quotidienne des populations. Voilà, sur ce plateau, on essaiera de savoir davantage comment arriver à des solutions définitives face à la pénurie de carburant et même comment ne pas être dépendant avec des alternatives, évidemment, de transition énergétique, qu'on en parle sur ce plateau. Ce qui nous pose à avoir comme thème pour ce plateau d'aujourd'hui est la crise de carburant. Comment y remédier réellement? Téléspectateurs de Mandé TV sur ce plateau, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau M. Makan Fofana. Il est le vice-président chargé des questions de transport et d'énergie de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. M. Fofana, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Votre disponibilité, elle est vraiment à remercier. Deuxième invité sur ce plateau est M. Djibril Diallo. Il est géologue minier. Il est aussi enseignant-chercheur. M. Diallo, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau de Mandé TV. Merci beaucoup pour l'invitation. Enfin, que nous puissions discuter de ce sujet d'une importance cruciale pour le pays. Et bonne émission à vous et à mon co-débatteur. D'accord. Merci. Merci beaucoup de vous rendre disponible. Avant de commencer, pour nos téléspectateurs, c'est aussi assez crucial de savoir, l'association ASCOMA, c'est quoi? Juste savoir qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs. Association des consommateurs du Mali, consommateurs, quelqu'un qui dépend de son argent pour la satisfaction de ses besoins, mais ne cherchant pas de bénéfices. D'accord. Donc, c'est ça. Ça veut dire que vous défendez aussi des droits. Des droits. Notamment des droits des consommateurs du carburant. Du carburant. Obligatoirement. C'est un peu pour ça que vous êtes ici. Justement. D'accord. Monsieur Diallo, géologue minier spécialisé dans une... oui, spécialisé dans la recherche et l'exploitation minière et des ressources minérales. Quand on dit ressources minérales, ça englobe les ressources minérales à l'état solide qu'on appelle les ressources minières. Les ressources minérales à l'état solide qu'on appelle le pétrole, qui fait partie du sujet, qui est du pétrole. Il y a les ressources minérales à l'état gazeux qui sont le gaz. Et surtout l'eau aussi qui font partie des ressources minérales. Et vous voyez que le géologue a un rôle très important en ce qui est la création de richesses, ce qui est la création de nos ressources minérales, dont le pétrole que nous allons en discuter. Voilà un peu ma spécialité. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, d'être présent sur ce plateau. Voilà, on l'a dit en l'entame, on vit aujourd'hui une situation de pénurie de carburant, essentiellement au Mali. Mais bon, il y a évidemment le gaz butane aussi qui manque beaucoup sur le marché. Mais ce qui est assez visible, ce sont ces longs files d'attente. Voilà, le Mali n'est pas producteur de pétrole. Le Mali exporte du pétrole, importe plutôt, du pétrole, donc on essaiera de savoir. Mais avant ça, on voudrait faire une analyse. Quelle analyse on peut faire aujourd'hui de l'approvisionnement des produits pétroliers, et notamment du carburant au Mali? Ce problème est multifactoriel, c'est-à-dire ça dépend de beaucoup de facteurs. Le problème d'hydrocarbures au Mali
À mon avis, on peut dire nos gouvernants passés n'ont pas été prévoyants. Parce qu'il y a deux facteurs qui se posent. Le facteur de souveraineté énergétique. Quand vous prenez la souveraineté énergétique, il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui a sa souveraineté énergétique. Même les États-Unis n'ont pas sa souveraineté énergétique, puisque les États-Unis importent de l'hydrocarbure venant d'autres pays. Bien que les États-Unis aient la plus grande réserve de pétrole dans le monde. Souvent, ils jouent sur ce facteur pour réguler un peu le prix du marché de l'hydrocarbure sur le plan international. Mais malgré tout ça, les États-Unis importent l'hydrocarbure. Si vous prenez la France, qui est une puissance nucléaire, la France aussi n'a pas sa souveraineté énergétique. Parce que l'uranium, étant géologue, l'uranium qu'on extrait pour faire marcher ces centrales nucléaires, tout le monde savait que beaucoup de cette quantité venait du Niger. Et la France, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continue à acheter de l'uranium avec la Russie, bien qu'ils ont des problèmes diplomatiques entre eux. Donc bref, c'est pour dire qu'il y a rarement de pays qui ont leur souveraineté énergétique. Donc les États africains aussi, c'est le même problème dans le Mali. Il y a ce facteur, la souveraineté énergétique, c'est-à-dire le pétrole. On n'est pas producteur de pétrole, on n'est pas producteur de gaz pour le moment. Mais avec les études géologiques, tout laisse à croire qu'il y a bel et bien le pétrole au Mali et les indices ont été très probants. Pour un exemple, la société Sonatrach et l'ENI avaient fait les premières prospections et les premiers puits du pétrole étaient prévus en février 2012. Mais malheureusement, avec la crise sécuritaire au nord, cela a échoué. Mais nous les géologues, on a vraiment tous les indices qui prouvent qu'il y a bel et bien le pétrole. Mais le problème du pétrole, ce n'est pas qu'il y en a, mais il faut faire beaucoup de recherches qui est l'évaluation de la réserve. Quelle quantité il y a sous le sol? Est-ce que cette quantité est suffisamment rentable économiquement? Est-ce qu'on peut l'exploiter? Ces études n'ont pas été effectuées pour le moment. Donc maintenant, c'est la même chose avec le gaz. Mais maintenant, vous venez sur la sécurité énergétique. La sécurité énergétique, ça veut dire quoi? C'est comme la sécurité alimentaire. Est-ce qu'on a des réserves suffisantes pour faire face en cas de crise, comme nous venons de subir actuellement? On va essayer de voir ça avant, mais moi tout de suite, par rapport à l'approvisionnement, le Mali a toujours été ce pays qui va chercher de l'hydrocarbure un peu partout. Mais depuis quand à peu près le Mali exporte l'hydrocarbure? Importe plutôt l'hydrocarbure plutôt. On espère exporter un jour. Bah oui, peut-être que ça viendra, voilà, c'est des indices. Voilà. Depuis quand tout cela et quel a été le parcours? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de deux pays, mais avant, est-ce qu'avant ces deux pays, le Mali faisait déjà appel à pas mal de pays pour pouvoir s'approvisionner en hydrocarbures et notamment en carburant? Et quand vous prenez, c'est les deux pays qui donnent la voie d'accès au Mali pour avoir l'hydrocarbure. Parce que l'hydrocarbure, on va aller s'approvisionner dans un port où il y a la raffinerie. Et actuellement, il n'y a que ces deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui ont une raffinerie à leur port. Donc les grands pétroliers viennent déposer leurs hydrocarbures dans ces raffineries. Et maintenant, nos commerçants, ce n'est pas seulement le Mali, le Burkina, même la Guinée n'a pas une raffinerie à son port. Donc, c'était les deux voies d'accès pour le Mali d'avoir l'hydrocarbure. À un moment, avec le chemin de fer, on ne sentait pas trop vraiment ce problème-là, parce que le chemin de fer arrivait à mener une grande quantité en un seul voyage. Mais aujourd'hui, le chemin de fer ne marche plus. Il faut faire appel aux camions. Et les camions, qui dit camion, il y a les routes. Et quand les routes ne sont pas en bon état, et si à cela s'ajoute l'insécurité, ça devient très très difficile. L'autre voie d'accès qui est la Côte d'Ivoire. Souvent on a des problèmes politiques, souvent il y a des trucs comme ça qui peuvent vraiment jouer maintenant sur notre souveraineté ou même la sécurité énergétique. Voilà les deux voies d'accès au Mali pour avoir l'hydrocarbure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc maintenant la Guinée, malheureusement, n'a pas préparé cette voie-là. Et pourtant la Guinée nous a toujours fait appel à ce qu'on ait une voie d'accès, et peut-être avec des partenariats, ça pouvait, si la demande était très élevée, c'est sûr qu'ils allaient faire une raffinerie là-bas, ça allait mieux nous aider à ne pas trop dépendant de ces deux pays. Mais actuellement, et cela ne date pas de maintenant, l'hydrocarbure du Mali vient du Sénégal et de la Côte d'Ivoire.
D'accord. Mais maintenant, tout récemment, on a vu que le Niger a découvert son pétrole. Le Niger est en train d'exploiter ce pétrole. On est en train de développer une voie d'accès entre le Niger maintenant et le Mali. Mais maintenant, le coût du transport de ce pétrole coûte extrêmement cher. Mais le coût du pétrole qui nous revient moins cher, ça c'est celui qui vient de la Côte d'Ivoire et celui qui vient du Sénégal. Voilà. D'accord, on va sûrement approfondir tout ça quand on va voir notamment les solutions pour pouvoir mieux approvisionner. Je me retourne vers vous, M. Fofana, par rapport à historiquement l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures. M. Diallo vient de parler de la voie ferrée. La voie ferrée, ça fonctionnait bien ou bien depuis déjà, pendant cette période-là, on pouvait dire que non, il fallait prévoir un plan B, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y aura sûrement des situations qui feront qu'on pourra se retrouver comme on se retrouve aujourd'hui en situation de pénurie. Historiquement parlant, si on peut dire, l'approvisionnement du Mali, c'est toujours fait sans encombre ou pas? Bon, merci madame. Tout d'abord, je salue les téléspectateurs. Je salue nos opérateurs qui ont le dos suffisamment large. Sinon, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Même les forces de l'ordre, les forces armées, qui se sont accommodées à la situation, vraiment, je les salue aussi. Et je m'incline devant la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie. Souhaiter prompt établissement aux blessés. En 1992, le secteur est carrément libéralisé. Et nous sommes tenus par deux grands, le GMPP, le groupement malien des professionnels du pétrole, et le GPP, le groupement des professionnels du pétrole. Donc, ces deux-là nous tiennent depuis 1992 et l'État s'est désengagé carrément. Bien sûr, le secteur est tenu à 80-85% par les nationaux, le GMPP. Donc, il faut saluer aujourd'hui leur courage, leur abnégation. Parce que comme il a dit, depuis déjà 1992, on savait que ce problème allait se poser un jour. Parce que quand tu n'as pas de stock chez toi, tu ne produis pas, tu importes. Et tu ne peux pas avoir un stock même d'une semaine là. Il faut savoir qu'un jour le problème va se poser. Ça c'est le secteur en gros. Les deux axes, il y a la Côte d'Ivoire, effectivement comme il a dit, et la Côte d'Ivoire, à la CIR, nous faisons le rang. Ce n'est pas que nous sommes venus, nous sommes servis, non. On fait le rang. Et au Sénégal, il y a l'insécurité. C'est ça le problème. Donc, quand on voit cette situation dans l'ensemble, on peut dire qu'il fallait s'attendre il va y avoir une crise un jour. Seulement, nous n'avons pas été prévoyants. Tout le monde a crié ces problèmes pendant plus de 20 ans. Les autorités n'ont pas été prévoyantes. Et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. On sait que maintenant, si on regarde la typologie de la logistique, dans un premier temps, elle était ferroviaire. Parce que, vous l'avez dit, c'était des wagons et par la suite, on voit que c'est des citernes. Ce sont les deux modes jusque-là d'approvisionnement dont le Mali a usé. Effectivement, c'est les deux modes de transport de carburant. Et le premier de l'indépendance, jusqu'à l'année où on a eu la route Bamako-Dakar, en passant par Kaï, c'est les voies ferrées qui nous importaient l'hydrocarbure. Mais maintenant, peut-être que c'est un lapsus de langage, l'insécurité, ce n'est pas au Sénégal, mais c'est sur la voie du Mali. À partir de Kaï et jusqu'à Kolokani, il y a une insécurité sur ce tronçon-là. Sinon, dans la zone du Sénégal, il n'y a pas d'insécurité. Même sur le tronçon aussi, Abidjan-Bamako, c'est à partir de la frontière du Mali qu'il y a l'insécurité. Bon, maintenant, comme il a dit, on n'a pas été prévoyant. Sinon, il y avait une solution très facile, c'était de faire les dépôts dans ces frontières-là. Par exemple, Mali, à partir de Sikasso, de faire un grand dépôt là-bas, très grand dépôt qui pouvait même prendre les besoins nationaux pendant au moins des mois et des mois. Je ne vais pas dire le mois exactement parce que souvent c'est stratégique pour un État de ne pas divulguer la quantité de réserves. La période. Oui, parce que l'ennemi peut utiliser cette information pour vous asphyxier.
Donc c'est pour cela les États ne communiquent pas très généralement sur la quantité de réserve. Mais maintenant, c'était la zone de Sikasso, par exemple, de faire un très grand dépôt là-bas, parce qu'il est très facile de faire rentrer le carburant de Abidjan à Sikasso. À Kayo aussi, c'était de faire une très grande réserve de dépôts, comme ça, qui pouvait prendre des mois et des mois sans qu'on puisse tomber dans une pénurie pareille. Mais malheureusement, on a fait quelques dépôts qui existent. Je crois qu'il n'y a que trois dépôts. Mais ces quantités ne sont pas, comme il l'a dit, ne sont pas suffisamment en grande quantité pour pouvoir tenir des mois et des mois. Donc, à mon avis, il y a eu une défaillance par rapport à ça. Mais maintenant, les deux modes de transport aussi, après que le chemin de fer s'est arrêté, on s'est rabattu sur les citernes. Et qui dit citerne, le coût du transport coûte extrêmement cher, parce qu'une citerne, c'est quand même 45 litres. 45 000 litres. 45 000. Et combien de citernes il faut emprunter par jour, alors que le voyage d'un seul train peut amener l'équivalent de plus de 200 citernes à 300 citernes par jour. Donc vous avez vu que le fait qu'on a abandonné la voie ferrée a eu des conséquences. Donc voilà un peu comment on arrivait à avoir l'hydrocarbure à partir du Sénégal avec la voie ferrée. Maintenant que cette voie ferrée ne marche pas, on s'est contenté avec les citernes. Et voilà, aujourd'hui, on en est dans les conséquences. Mais maintenant, dans les solutions, peut-être on va en parler. Sinon, j'ai oublié aussi, vers le nord du Mali, les gens qui sont là-bas, ils importaient l'hydrocarbure à partir de l'Algérie. Et l'Algérie, l'hydrocarbure coûte extrêmement moins cher. Moi-même, j'ai fait mes études là-bas. Quand un litre de carburant, un litre d'eau minérale est 5 fois plus cher qu'un litre de carburant là-bas. Si vous prenez un litre de gasoil, c'est à peu près l'équivalent de 50 francs, 100 francs CFA. Donc les gens faisaient du trafic. Jusqu'à présent, peut-être que ça continue, mais avec l'insécurité, peut-être que ça s'est ralenti. Et ils importaient l'hydrocarbure à partir de Tamaracet à moindre coût pour venir le revendre à Gao et à Tombouctou. Donc ce qui faisait que les gens qui sont au nord ne se plaignaient pas souvent de l'hydrocarbure qui venait du sud. Ils étaient beaucoup liés à l'hydrocarbure importé soit de la Libye, soit de l'Algérie. Et maintenant, avec cette insécurité qui est là-bas aussi, je crois que cette voie d'accès aussi, il y a des problèmes d'approvisionnement. C'est un peu ça que je veux dire. La question la plus évidente qui saute aux yeux de tout le monde, c'est de se dire comment est-ce que le Mali se retrouve aujourd'hui à ne pas avoir un stock de sécurité. Vous êtes dans l'association des consommateurs, sûrement qu'il y a eu déjà d'alerte avec des consommateurs ou même des pétroliers qui ont fait comprendre qu'ils viennent avec des produits, mais ils n'ont pas où stocker assez suffisamment pour pouvoir faire une rotation d'approvisionnement. Comment le Mali, en gros, parce que ça c'est insensé, c'est incompréhensible même s'il faut le dire. Madame. Et de surcroît avec un contexte de pays en situation de guerre quand même. Bon, madame, voilà. Avec la libéralisation, l'État a créé l'ONAP, qui n'a jamais même eu les moyens nécessaires pour assurer sa politique, et qui s'est transformé en OMAP. L'État, à ce jour, a un seul dépôt. Ça, c'est l'ONAP qui est là, et dont l'extension est programmée depuis les années 2020, après 2014-2015. Donc, vraiment, on n'en a pas fait un problème. Et imaginez, et dans ce problème, souvent, même nos gouvernements ont leur part de tort là-dedans. Par exemple, quand on voit la décision du ministre des Transports pendant l'hivernage, appliquer le règlement 14, la charge à l'issue, ce n'était pas le moment. On n'avait pas de route. Il y avait l'insécurité qui grandissait. Mais ce n'est pas le moment de prendre une certaine décision, ce qui fait que les marchandises même sont restées en souffrance pendant longtemps à ces ports-là, parce qu'il n'y avait pas de logistique pour les amener. C'est ça le problème. Il y a ce problème aussi, en plus même du stock.
Donc, l'insécurité, il faut savoir aussi qu'il y a eu la mauvaise gouvernance. Ça, il faut le dire, c'est dur, mais c'est nécessaire que vraiment nous-mêmes, il y a eu une certaine cécité qui a amené les gens, qui nous a amenés à être là où nous sommes aujourd'hui. Le train, d'accord. Mais qu'est-ce que l'État n'a pas fait pour mettre en marche ces trains-là? On a dit non, ça se fera au mois prochain. L'État a donné tout l'argent qui est nécessaire pour la mise en marche de ces trains-là. On sait que sans le train, la route Dakar-là, ça ne peut pas aboutir, ce n'est même pas possible. Mais comment se fait-il que l'État donne des moyens pour mettre en marche le train et le train n'est pas là aussi? Bon. Ah, c'est une mauvaise gouvernance, c'est autre chose. Ça, toi tu le sais, moi je le sais, tout le monde le sait. C'est ça. Ça a été très mal géré. Il faut avoir le courage de dire que ce problème de chemin de fer a été mal géré. On a même eu le temps d'avoir de nouveaux moyens à partir de la Guinée. On a eu ce temps-là. Parce que quand on crée un problème pendant des années, il faut avoir trouvé une solution définitive. Même si on met en marche ce chemin de fer aussi, ce n'est qu'une alternative parce que tout est dépassé là-dedans, c'est depuis la colonisation. Maintenant, il faut avoir quand même ce courage d'aller de l'avant, de construire vraiment de nouveaux trains, soit à partir du Ghana, et à partir de Conakry, même à partir du Niger. Pourquoi pas? D'accord, on le verra au niveau. Même à partir de la Côte d'Ivoire, c'est possible. Merci beaucoup, monsieur Fofana. Monsieur Diallo, au-delà de ce que monsieur Fofana vient de dire, comment aujourd'hui on arrive à se trouver dans une situation où le Mali, même avec un contexte de guerre, n'arrive pas à avoir de stock suffisant? Moi, je suis allée un petit peu chercher. C'est vrai qu'on ne veut pas annoncer des chiffres ici, que je n'annoncerai pas d'ailleurs. Mais les pétroliers, en tout cas ceux qui sont dans le secteur, m'ont fait savoir que le Mali, à peine, pouvait avoir un stock de pas plus d'une semaine. Même cela, ça dépendait des semaines et des périodes aussi. Et comment se fait-il qu'on arrive à cela? Pourtant, on a bien une politique avec un ministère en charge, notamment le ministère des Mines, notamment le ministère du Transport, parce que qui dit hydrocarbures, c'est aussi la logistique, et la logistique, c'est le transport. D'accord, merci madame pour cette question. Avant de répondre à ça, je vais ajouter un peu par rapport à ce qu'il a dit sur le chemin de fer. Effectivement, le chemin de fer que nous disposons date depuis la période coloniale, depuis les années 1950. Donc, le Mali n'a pas mis un seul mètre de nouveau rail, l'État malien. Comme il a dit, ça revient à ce que nous disons très souvent, gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, ce n'est pas 5 ans. C'est 10 ans, 20 ans, 50 ans minimum. Dans 50 ans, quel va être mes moyens de transport? Je crois qu'il n'y a pas eu de travail par rapport à ça. Sinon, ce rail-là, il ne faut même pas miser sur ça. Il faut purement l'enlever et mettre des nouveaux rails qui correspondent à des nouveaux... Parce que les anciens trains, on n'en fabrique plus. C'était aux périodes de Yougoslavie et consorts. Oui. Ces trains-là, on n'en fabrique plus. Même si vous réparez, vous allez tomber dans les mêmes problèmes encore. C'est ça. Donc, mieux vaut faire un nouveau chemin de fer, enlever tous ces rails, mettre des nouveaux rails, acheter des nouveaux trams qui vont venir, des trains modernisés, et des trains de transport de marchandises. Et c'est ça qui va nous aider, parce qu'on est un pays enclavé. Il faut que nous trouvions des moyens de nous désenclaver nous-mêmes. Et comme il l'a dit, on aurait dû développer le chemin de fer Bamako-Conakry. Et je pense qu'à un moment, l'État avait eu des pourparlers avec des Chinois qui étaient venus pour ça, d'ailleurs. Mais ça a coïncidé... ces gens ont été attaqués à l'hôtel Radisson ici. Et jusqu'au jour de maintenant, on se pose la question, mais pourquoi? Sinon, le projet était de relier Bamako-Conakry, de retour Bamako-Bougouni, Sikasso, Abidjan. C'était ce qui était prévu. Mais malheureusement, avec l'attaque, il y a le directeur adjoint qui est décédé au cours de cette attaque. Donc, ça a mis ce projet-là à terre. Moi, je pense qu'il faut aller vers ça, le désenclavement du Mali à travers le chemin de fer. Sinon, vraiment... Les citernes, c'est vrai, ça peut nous aider, mais ce n'est pas la solution efficace.
La meilleure solution, c'est le transport ferroviaire. Mais maintenant, les citernes peuvent venir en appui pour les particuliers. Mais maintenant, il a touché du bois quelque chose qui est très important, ça c'est la mauvaise gouvernance. Le programme d'ajustement structurel, comme le dit en Bambara, c'est le programme d'ajustement de la Banque mondiale dans les années 85 jusqu'en 93 qui a exigé à l'État malien de se retirer de tout ce qui est ressources énergétiques, minières et minérales. Point. Et l'État a signé avec le couteau sous la gorge. Mais il n'était pas obligé de signer. L'État était dans une situation tellement difficile. On peut signer dans l'esprit comme quoi on va reprendre la main. Exactement, c'est ce que j'allais en venir. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez accepter, le couteau sous la gorge, mais vous ne pouvez pas vivre continuellement la vie, le couteau sous la gorge, ce n'est pas possible. Et à un moment, vous acceptez, mais le temps que vous prenez de l'air, vous respirez, vous trouvez de la force, pour essayer de réparer ça. C'est en ce moment que l'État s'est désengagé sur le secteur de l'énergie. C'est en ce moment qu'on a vu BP, Shell, Total et toutes les sociétés, c'était des sociétés de ces mêmes gens qui nous ont imposé le programme d'ajustement structurel, que les Maliens commencent à s'intéresser. C'est à partir de Moussassi et d'autres qui sont venus dans le domaine du pétrole. Sinon, c'était pour les Occidentaux. Donc, ça a été une erreur très, très grave de l'État. Le secteur de l'énergie, des ressources minérales, c'est un secteur très stratégique pour un État. C'est rare d'aller dans un pays que vous allez trouver que les stations sont privées. C'est rare, j'en ai rarement vu. Sauf dans les pays africains sur lesquels on a imposé de se retirer. Mais allez-y, en France, l'EDF, c'est géré par qui? Air France, c'est pour qui? C'est pour l'État. Mais pourtant, ils viennent nous dire de privatiser nos sociétés, les plus grandes sociétés de l'État. Donc, c'était là où nous avons trébuché. Ce n'est pas grave, parce qu'à l'époque, nos fonctionnaires faisaient 6 mois, 8 mois sans salaire. Donc, il fallait accepter vraiment leur dictat, le temps qu'on puisse trouver des solutions à ça. Donc, c'est pour revenir que notre problème, la source de notre problème vient de là-bas. Mais maintenant, il faut corriger. Il faut corriger ce qui n'a pas été bien. L'État doit revenir. D'accord. L'État doit revenir. Je vais en finir avec ça. L'État doit revenir comment? C'est-à-dire le secteur de l'énergie, l'État doit y intéresser. Les dépôts, l'État peut faire ses stations, mais maintenant laisser une marge pour les privés. C'est ce qui se passe dans certains pays tels que la Russie ou d'autres pays où on donne une marge pour les privés. Mais la force appartient à l'État. Tout ce qui est ressources énergétiques. Première, et voilà. Maintenant, je reviens à votre question et reposer la question parce que j'ai un peu oublié. C'est histoire de savoir, au-delà de ce qui a été déjà dit par M. Fofana, c'est de dire comment aujourd'hui on se retrouve réellement dans ça. Mais je pense que vous avez voilà, mais maintenant, cette question-là, ça revient à gouverner, c'est prévoir. Au Mali, on avait un ministère qui a disparu. Un ministère très stratégique, c'était le ministère des statistiques et de la planification. Ouais. C'est ce ministère-là qui peut vous dire quelle quantité de carburant on a besoin par an. Et qui sont les plus gros consommateurs. Et quelle quantité. Mais ce ministère, c'était un ministère stratégique, mais qui a disparu. Qui pouvait aider l'État dans sa prise de décision. Mais si vous n'avez pas ce ministère-là, c'est comme si un bateau sans gouvernail. On va par-ci, par-là, des solutions bric-à-brac, des solutions Djeniganyimi, ça ne pourra jamais marcher. Il faudrait que ce ministère-là revienne, le ministère des Statistiques et de la Planification, qui va orienter l'État dans sa prise de décision. Combien de carburant l'État... Est-ce qu'on connaît réellement combien de carburant nous brûlons par jour? Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Mais si vous n'avez pas ces chiffres-là... Aujourd'hui, vous avez des chiffres. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres approximatifs sur la quantité quand même d'hydrocarbures qui rentrent au Mali? Certains disent que le besoin... Bon, comme le consommateur est là, c'est lorsque moi j'ai appris. Le consommateur va nous dire ça. Voilà, c'est pourquoi le consommateur est mieux placé. C'est pourquoi il faut saluer les chauffeurs. Il faut saluer les chauffeurs. Parce que pour la consommation, là, il faut saluer vraiment les transporteurs. Les transporteurs, les opérateurs. Ouais, nous sommes aujourd'hui à près de 200 millions. Je dis bien 200 millions de litres par mois. Soit plus de 4000 citernes. Au mois. Au mois. Donc, ce qui fait une consommation journalière. Par semaine, on a à peu près 156 citernes. C'est ça. 150 citernes par jour.
pour que nous soyons tranquilles. Voilà aujourd'hui notre besoin. Et avec l'insécurité, l'état des routes, vous voyez la tâche qu'il y a. Est-ce que cette quantité, déjà avant, évidemment, dernièrement, ces attaques et pénuries, était déjà assurée? Non, si, avant, c'était assuré, il n'y avait pas de problème, parce que tout marchait normalement. Mais quand déjà il y a la panique, les gens seront sur le qui-vive. Celui qui consommait 1 litre va payer 10 litres pour être à l'abri. Donc, la consommation va partir de façon exponentielle. C'est ça. Et surtout que la communication a traîné, l'État a un peu traîné par rapport aux réseaux sociaux. Donc, les consommateurs ont été paniqués très tôt, ce qui fait que les gens ont stocké de manière vraiment exponentielle ce que nous avons. Donc, ce qui pouvait tenir une semaine n'a pas dépassé un jour. C'est ça le problème. D'accord, merci beaucoup, M. Fofana. Oui, M. Diallo. Oui, c'est ça. C'est que, selon ce que j'ai entendu, j'ai fait mes petites enquêtes aussi, le besoin journalier, rien qu'à Bamako, ça fait 11 millions de litres. Et 11 millions de litres, ça fait combien de citernes? Si une citerne fait 45 000 litres, c'est à peu près l'équivalent de 300 camions par jour. Ce qui est énorme. Mais maintenant, comme il a dit, avant, on n'avait pas de problème. Donc, les quantités venaient suffisamment. Donc, il y avait un dépôt suffisant pour que les gens ne tombent pas dans la pénurie. Mais maintenant qu'il y a eu cette situation qui s'est présentée, immédiatement, les gens ont paniqué. Donc, tout le monde voulait avoir une quantité suffisante pour se mettre à l'abri. Et là, immédiatement, la demande, parce que c'est un marché, c'est l'offre et la demande. Lorsque la demande dépasse l'offre, le prix va augmenter. Il va y avoir une pénurie. Et quand il y a pénurie, c'est le prix maintenant qui vont grimper. Parce que ce qui est rare, c'est ce qui est cher. Donc maintenant, c'est la loi maintenant de la demande et de l'offre. Mais maintenant, ce qui va créer la spéculation. Vous voyez dans ces derniers temps qu'il y a des gens qui vendent des bidons à 50 000, 100 000 francs. Ça va donner une source de spéculation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ça? C'est qu'il faut d'abord faire rentrer... Justement, avant d'en arriver là, il faut, je pense, à mon sens, qu'il faut vraiment bien poser le problème. Bien diagnostiquer. Le diagnostiquer dans le fond. Tout à fait. Et ensuite, par la suite, avoir des solutions. Donc, nous allons poser le problème et diagnostiquer les réelles causes de la pénurie. On a évidemment les causes d'approvisionnement parce qu'il y a des attaques des citernes et notamment cette spéculation. Et comment aujourd'hui cette spéculation a réellement pu s'installer en fait? C'est ce que j'ai expliqué, que le marché c'est la demande et l'offre. Oui. Mais maintenant, quand la demande dépasse l'offre, ça va créer la porte ouverte à la spéculation. Obligatoirement? Obligatoirement. Mais maintenant, les deux facteurs qui créent maintenant ce problème, ça c'est le facteur d'insécurité. Je ne vais pas m'hasarder sur ce sujet. Je pense que c'est à l'État de pouvoir s'assumer, de prendre ses responsabilités. Maintenant, il y a le côté logistique, comme il a dit. Maintenant que la pénurie s'est installée, il faudrait maintenant des études très très rapides pour pouvoir évaluer réellement, approximativement, quel est le besoin immédiat et quel est le besoin pour un mois, afin que nous puissions sortir très rapidement de cette pénurie. Mais maintenant, c'est à l'État maintenant de pouvoir poser le bon diagnostic. Maintenant, en posant le bon diagnostic, maintenant apporter des solutions qui peuvent vraiment remédier à la maladie. Voilà. Mais tant que le diagnostic est mal posé, si nous faisons rentrer, par exemple, comme il l'a dit, et que nous avons besoin de 150 citernes par jour, 150 citernes par jour, et combien de temps nous allons faire sur la route d'Abidjan à Bamako, ça prend combien de jours? Il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Et je pense que maintenant, pour mettre fin à la pénurie, il faudrait quand même, c'est un défi logistique. Si nous arrivons par exemple à faire rentrer 600 à 1000 camions de citernes en une journée, je pense que le problème va s'atténuer. Le prix va baisser parce que toutes les stations auront une quantité suffisante de carburant pour servir tous les usagers. Et ça va, et que l'État aussi communique un peu.
et rassurer les gens que c'est un problème momentané qui va être géré. Mais tant qu'il y a cette psychose-là qui s'installe, ça crée la panique. Et c'est pour là, c'est ce désordre que vous allez voir dans les stations. Et voilà, moi je pense que il faut mieux diagnostiquer, poser le bon diagnostic et trouver les meilleures solutions. Ça, c'est les deux facteurs que je viens de parler, le facteur d'insécurité et le facteur de la logistique. Très bien, M. Diallo, très bien. Très bien, M. Diallo. M. Fofana, par rapport aux causes, on a compris, une spéculation s'est installée à tous les niveaux, une spéculation même dangereuse, parce qu'il y a eu des dégâts au niveau de certaines familles qui stockaient du carburant. Vous êtes allé peut-être dans le fond en essayant de vous mettre dans la peau du consommateur pour pouvoir mieux étudier ces spéculations. Quel constat avez-vous fait, vous, en tant qu'association des consommateurs du Mali? Bon, le constat, bien sûr, ce constat est amer. Parce que d'abord, il faut reconnaître que pendant les 20-30 ans, le Malien a perdu beaucoup de sa malianité. Quand vous voyez cette troupe-là, ce attroupement-là devant les stations, c'est que les 50% n'ont pas de véhicule. Non, c'est des gens, c'est les business qui se sont transportés des rues aux stations. Des femmes qui, avant, vendaient le pain, ont laissé le pain, ils ont pris des bidons et sont venus devant les stations. Ceux qui n'ont pas de bidons viennent, elles se mettent en rang. Et quand toi tu viens, ils disent que bon, je vends ma place à 5 000 francs. C'est ça. Donc, ça, ce côté, c'est ce que nous avons perdu de Mali. En ces temps, on devait être plus solidaire et plus patriote. C'est ça le côté regrettable de la chose. Les forces de l'ordre avaient commencé, mais très tôt l'État a circonscrit à ça. Et je sais que même quand on prend au niveau de Bamako, le gouvernorat est à pied d'œuvre pour vraiment mettre fin à ces spéculations-là. Mais aujourd'hui, une grande partie, c'est le mauvais comportement du consommateur. 1, 2. Il y a des véhicules, on a privilégié les véhicules de transport. D'accord, les Sotraman n'ont rien, ils ne gagnent rien en allant vendre. Mais il y a certains véhicules de transport qui vont prendre l'essence aujourd'hui aux stations, ils vont dans les mandés, ils vont tirer les carburants et ils vont vendre à 60 000 francs le bidon. C'est dommage. C'est dommage. C'est pourquoi, même les mototaxis, c'est pourquoi j'ai dit il faut carrément donner la priorité aux Sotraman, aux cars, aux remorques. Là. C'est ça. Le reste, là, les autres vont se débrouiller. Les mototaxis, les 80% aujourd'hui, gagnent en allant vendre, plus en allant revendre le carburant, qu'en transportant les passagers. Quand toi, tu dois faire 5 km, ils te demandent 5 000 francs. Ça, ce n'est pas tout à fait honnête. Et en ces temps, vraiment, les consommateurs doivent être plus solidaires et promouvoir le covoiturage même. Mais c'est ça le problème. Mais quand on arrive à avoir même des véhicules d'urgence, les corbières et autres là, qui prennent des bidons sur eux pour aller les revendre, ça, ce n'est pas malien. On ne devait pas en arriver là aujourd'hui. Très bien. Concernant les conséquences de cette crise, évidemment, les conséquences, on n'a pas encore eu des chiffres avec les économistes pour nous dire l'impact de cette crise au niveau. Mais est-ce que vous avez carrément quelques retours, notamment dans un premier temps avec les pétroliers? On les appelle les pétroliers. Vous avez des retours sur les conséquences à leur niveau? Bon, moi, les conséquences que je peux, que j'ai eu à voir, c'est que on a senti que l'économie du Mali est complètement reposée sur les énergies. Si je dis énergie, c'est les hydrocarbures et l'électricité. Ouais. Et ce problème, dès le problème de l'électricité, ça devrait nous donner
je ne sais pas quoi, la puce à l'oreille. Comme quoi que faisons attention. L'EDEM marche avec... avant, l'EDEM marchait 70% sur l'hydroélectricité. Mais à partir des années 2000 jusqu'au jour de maintenant, l'EDEM roule à 80% sur les hydrocarbures. Et nous venons d'expliquer que l'hydrocarbure, nous ne le produisons pas, nous l'importons. Donc, ça veut dire quelque part, notre souveraineté est en danger. Parce que si notre production d'électricité est liée à ce qu'on a acheté de l'hydrocarbure, dont le prix ne dépend même pas de nous d'ailleurs, qui dépend de la géopolitique mondiale. Parce que le prix de l'hydrocarbure peut flamber selon les circonstances, on a vu avec Covid-19. Donc, il y a eu une défaillance, on aurait dû vraiment changer nos habitudes. L'EDEM aurait dû basculer surtout vers les énergies renouvelables, vers les énergies hydroélectriques et consorts. Ça, c'est un premier point. Les conséquences, vous avez vu qu'avec les coupures, beaucoup de des professions se sont arrêtées. Donc, ça a eu un impact sur l'économie. Mais maintenant, le deuxième impact des hydrocarbures, ça, c'est les consommateurs, les usagers, ceux qui ont les voitures, ceux qui font le transport. Donc, on sentit ça parce que vous allez voir que on s'est beaucoup habitué au transport avec les véhicules thermiques. Et les motos, tout marche avec l'essence et le diesel. Bon, maintenant, on n'a pas eu l'idée de développer qu'est-ce qu'il faut pour essayer de réduire notre dépendance à ces énergies dont nous ne produisons pas. Ça a été un grand problème. Et sur le plan économique, je vois que toutes les activités sont au ralenti à cause des manques d'hydrocarbures et d'électricité. Si vous prenez nos usines, nos unités de transformation, nos petites usines, même nos commerces sont tous liés à l'électricité et au déplacement. Donc maintenant, je pense que les conséquences se sont fait sentir à ce niveau-là. Et maintenant, dans les solutions, nous allons discuter, nous allons proposer qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que nous puissions sortir de cette dépendance chronique aux hydrocarbures. Parce que beaucoup d'autres pays l'ont fait. Hein. Je prends le cas du Rwanda. Et vraiment, c'est un cas d'école où nous devrons aller nous inspirer afin que nous aussi ne soyons pas trop dépendants de ces hydrocarbures. Parce que ça me rappelle un peu une citation de Thomas Sankara qui disait que on est en train de tendre vers un monde où seule une petite révolution, parce que quand les citoyens vont s'habituer à un certain luxe, le jour où vous allez couper ce luxe, ça peut vous coûter très très cher, même un soulèvement. Ouais. Et souvent, c'est fait sciemment pour pousser la population à se révolter contre un régime. Il suffit de couper l'hydrocarbure, il suffit de couper l'électricité, il suffit de couper les salaires, et ça va pousser les gens à se révolter contre le régime. C'est ça, c'est ce qui est l'objectif principal qui est recherché par ceux qui sont en train de nous faire subir ce sort-là. Et il ne faut pas que nous tombons dans ce piège. Et c'est fait sciemment. Donc maintenant, quelles sont les solutions? D'accord. Après, nous allons discuter de ça aussi. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Monsieur Fofana, l'impact, les conséquences au niveau surtout des populations, on en a dit, hein, évidemment, pas d'électricité, hein, parce qu'elle rajoute encore de plus sur le problème de crise énergétique que nous vivions déjà, parce que pas mal de foyers, de maisons, d'entreprises marchent avec des groupes électrogènes qui ont besoin d'hydrocarbures pour pouvoir tourner. Mais vous qui êtes là auprès des consommateurs, auprès des citoyens, des populations, même des revendeurs, hein, quelque part, parce que c'est tout cet ensemble que vous avez à l'œil pour pouvoir alléger notamment la consommation des foyers. Quelles conséquences vous remarquez et peut-être quelles conséquences vous voyez venir et vous tenez absolument à tirer la sonnette d'alarme? D'accord. Merci. La conséquence la plus grave d'abord, ça c'est les morts d'hommes qu'il y a eu. Déjà, il y a eu des pertes en vie humaine. Je m'incline devant leur mémoire. Ça c'est les premières conséquences. Mais ce qu'il faut craindre, aujourd'hui, il y a d'accord la pénurie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème de fourniture en denrées de première nécessité. Aujourd'hui, le marché est suffisamment fourni. Mais faudrait-il que
on remédie à ces problèmes à temps. C'est ça, c'est le pire qu'il faut craindre. Aujourd'hui, d'accord, on a des problèmes de déplacement, mais tout est lié au déplacement. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'office du Niger ont des problèmes de battage. Les riz sont là, mais ils ont des problèmes de battage. Parce que c'est mécanisé. On est lié au gasoil. Et aujourd'hui, Bamako se plaît plus que la région de Ségou. C'est ça, justement. Donc, quand on voit les bassins de production qui sont arrêtés aujourd'hui, ça, il faut que au plus vite qu'on cherche une solution. C'est les conséquences, ces conséquences-là, surtout qu'on craint. C'est ça. Sinon, pour le moment, je crois que l'État est en train de fournir de l'effort, d'accord, mais qu'il diversifie davantage les sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'ouvrir encore l'approvisionnement. Ça, il faut le dire. Si la Guinée n'a pas de raffinerie à son port, mais la Guinée a des pays frontaliers. Donc, c'est ça, on n'a plus le choix. Celui-là est mon ami, mon ennemi, ce n'est pas ça. Les affaires sont les affaires. Et je sais que quand l'État donne libre cours à nos opérateurs, ils sont tirés par des gens, je ne vais pas dire leur nom là parce que ça porte malheur. Mais ils sont tirés par des gens qui peuvent faire venir le carburant du ciel. Ils ont cette capacité. Et je sais que quand l'État leur ouvre un peu la porte, je sais qu'ils peuvent nous ravitailler pour que nous ne soyons pas aux conséquences qu'on craint le plus. La santé est là. Ils ont des problèmes. Le personnel de la santé, difficilement aujourd'hui, se déplace. Bon, maintenant, c'est-à-dire, ce qu'il a dit, c'est un peu dommage. On a été alerté par l'électricité. Mais c'est dommage, on devait prendre les dispositions. On ne devait pas être là aujourd'hui parce que déjà, depuis une année, il y a eu cette crise d'électricité. On sait que... Un jour, ça va se poser. C'est ça. Quand tu prends l'EDM qui est jusqu'à 15 citernes, 20 citernes, 25 citernes par jour, on savait qu'un jour, tant qu'on est dépendant à ça, on savait que 15 jours quand même, ça va se poser. On était sur le fil. Donc, ce qu'il faut craindre maintenant, comme tout est lié à ces carburants, qu'on n'en arrive pas aux conséquences. Donc, c'est pourquoi je ne veux même pas parler des conséquences. Parce que je veux qu'on n'en arrive pas là-bas. Qu'on trouve les solutions au plus tôt. Et les solutions immédiates, ce n'est autre chose que d'ouvrir aux autres, de multiplier les sources de ravitaillement. Aujourd'hui, on est à 2. Maintenant, même si le Niger, c'est de façon timide qu'on voit, et voir ce qu'on peut faire à partir de la Guinée. C'est possible. Tout à fait. Les gens là, les Djawando, je ne peux pas parler leur nom, ils sont capables de tout. D'accord. Merci beaucoup. On cherche des pistes de solutions. Voilà, vous en avez déjà un petit peu évoqué qu'il faut ouvrir, multiplier les sources d'approvisionnement. La question qui me vient à tête à vous poser, c'est de se dire, je vais commencer par vous, Monsieur Diallo, c'est comment faire pour sortir le Mali de cette dépendance congénitale du carburant? D'accord. Avant de parler de ça, il a dit quelque chose qui est très important. Les affaires, c'est les affaires. Il y a un économiste qui dit que si l'économie va, tout va. C'est ça. Si l'économie ne va pas, rien ne va. Tout est lié à l'économie. Et l'économie, c'est quoi? C'est les intérêts. Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Il faut que nous arrivions à comprendre cela. C'est ça. Je suis en palabre avec ce pays, ce n'est que sur le papier. La Russie et la France, jusqu'à jour et maintenant, la Russie continue à vendre son uranium à la France, bien que c'est des ennemis sur le plan politique, sur le plan international. Donc, nous, malheureusement, il faudrait que nous sortions de cette émotion-là. Les pays n'ont que des intérêts, il n'y a pas d'amitié entre un pays et un autre pays. Il faudrait que nous comprenions cela. Donc, si nous comprenions cela, nos voisins qui sont à nos côtés, il
faudrait que nous diversifions nos sources d'approvisionnement. Et c'est peu que nous sommes avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Avec la sanction de la CEDEAO, on a vu. Et si la CEDEAO avait fermé les frontières pour les hydrocarbures, comment ça allait se passer? L'objectif, c'était de faire révolter la population contre le régime. Heureusement qu'ils n'ont pas mis ça dans leurs sanctions. Mais maintenant, c'est l'insécurité qui est en train de nous imposer cela. Donc, moi, je pense que ça doit nous donner à réfléchir et à tirer les leçons. De ne pas se lier les poings et les pieds pour un ou deux pays. Non. Nous avons la chance d'avoir de très bonnes relations sur le plan culturel avec la Guinée, qui pouvait être une source d'approvisionnement, mais avec le chemin de fer, qui allait être encore meilleur et ça allait réduire le coût bas de l'importation. Que ce soit l'hydrocarbure, on pouvait même exporter nos produits vers ce port-là très facilement parce que nous produisons beaucoup de choses. Imaginez que l'uranium, le lithium, la deuxième mine est rentrée en production. Mais où est-ce que nous essayons d'exporter le minerai? C'est à partir du port de San Pedro. Et si on a des problèmes avec les Ivoiriens, comment nous allons faire? On n'a pas préparé le plan B. Le plan B, ça c'est au moins qu'on ait une voie d'accès à partir de la Guinée ou soit à partir du Burkina pour aller à Lomé. Donc c'est pour dire que gouverner, c'est prévoir, ça revient toujours à ça. Et maintenant, quelles sont les solutions? Les solutions, d'abord, il faudrait que nous réduisons notre dépendance en hydrocarbures. Vous prenez par exemple Moscou. C'est l'une des la ville où il y a le plus de bus électriques dans tous les pays du monde. Pourtant, pays producteur de pétrole. Un pays producteur de pétrole. Les bus, pour faire déplacer les gens. Aujourd'hui au Mali, moi je pense que des fois, moi j'ai l'impression que nous ne nous servons pas vraiment de nos ingénieurs pour nous trouver les meilleures solutions. Avec l'énergie solaire, vous pouvez produire de l'électricité à coût bas, parce que quand même ça c'est le soleil, tant qu'il y a le soleil, on a l'électricité, et le soleil Dieu nous a donné à une quantité suffisante jusqu'à ce que nous nous réfugions souvent dans nos maisons et mettre des climatiseurs. Mais pourquoi ne pas exploiter cela, les énergies renouvelables, les centrales solaires? J'en ai vu dans certains pays où ils font fonctionner même les bus avec ces centrales solaires-là. Les tramways, les bus, même les trains électriques qui sont en train de marcher avec l'énergie solaire. C'est-à-dire, il y a une centrale là, vous chargez le train, et les lignes marchent avec l'électricité, mais jusqu'à la destination, vous n'avez pas besoin d'une seule goutte de carburant. Moi, je prends le cas pour moi-même. Chez moi, je n'ai même pas besoin de l'EDM à cause de l'installation solaire que j'ai eu à faire chez moi. Aujourd'hui, peut-être j'aurais dû venir avec ma moto électrique pour dire que même s'il n'y a pas de carburant, moi j'ai de quoi. Quelqu'un me dit que je les ai fait le pull, mais ce n'est pas le pull, j'ai été seulement intelligent. J'ai anticipé que comme quoi, ça c'est une solution pour ne pas être dépendant de l'hydrocarbure. Et je pense que je ne suis pas le seul, Diawara l'a fait, avec les taxis électriques, avec les motos électriques. Moi je pense qu'on aurait dû vraiment réfléchir à ne pas être trop dépendant de ces trucs-là, l'hydrocarbure. En tout cas, limiter la consommation. Diminuer la dépendance. Si on avait eu l'idée de développer les centrales solaires, par exemple, dans toutes les régions du Mali, mais ça allait permettre que ces régions se développent, parce que l'électricité aujourd'hui, ça fait fonctionner. Si on a les motos électriques là-bas, on a les bus électriques là-bas, mais on n'a pas besoin d'une goutte de carburant. N'est-ce pas? On allait beaucoup économiser. On allait beaucoup économiser. C'est vrai qu'on aura besoin du carburant, mais c'est pour d'autres fins, telles que les bateaux. Mais ce qui est sûr, le transport urbain, ça peut réduire la dépendance en hydrocarbures. Les besoins des ménages en électricité, ça va réduire. Surtout que nous venons d'avoir la deuxième mine de lithium. Et qui dit l'énergie solaire, c'est le stockage d'énergie, la production d'électricité et le stockage. Le stockage, c'est quoi? Ce sont les batteries. Les batteries jouent le rôle de carburant. Il y a de ces pays-là, vous n'avez même pas besoin de... Bon, ça a commencé même chez Diawara, ce n'est pas pour lui faire la publicité. Vous venez, vous échangez la batterie et vous continuez. Et j'en suis sûr, dans 10 ans, 20 ans, vous allez l'écrire. Hein, quand ça va marcher, vous n'allez plus voir ces stations-là. Dans 10 ans ou 20 ans, avec la transition énergétique, les pays occidentaux ont déjà commencé. La Chine, n'en parlons pas. Vous partez dans certaines villes de la Chine, mais tous les véhicules sont électriques, les motos sont électriques. D'abord, c'est bon pour l'environnement, parce que le dégagement de CO2, notre air est carrément pollué à Bamako, à cause des CO2 dégagés par les véhicules.
Mais avec les véhicules électriques, c'est zéro émission de CO2 et zéro nuisance sonore. Bon, moi, je pense que voilà des alternatives que nous devrons utiliser pour réduire drastiquement notre dépendance en hydrocarbures. C'est d'aller vers les énergies renouvelables, et la production de l'électricité par les barrages hydroélectriques, les centrales solaires, et l'énergie éolienne, ainsi de suite. Voilà des opportunités qui s'offrent à nous, afin que nous ne puissions pas tomber dans ces difficultés-là encore. J'en ai vu un cas d'exemple au Rwanda, où l'État a vraiment acheté beaucoup de bus électriques et a mis ça dans la circulation, ça a réduit le coût. Je crois que même les mototaxis à leur niveau. Voilà, ça a beaucoup développé là-bas. Rarement tu vas voir une moto thermique, mototaxi thermique, tout est électrique. Et il y a des stations dédiées seulement, vous venez vous brancher en 10 minutes, 15 minutes, votre batterie est déjà pleine, vous continuez. Mais moi je pense que nous on a déjà la matière première, qui est le lithium. On a 2 grandes mines. La deuxième a été inaugurée hier. Et le Mali actuellement se retrouve être le premier producteur, d'ici 1 an ou 2 ans, premier producteur de lithium en Afrique. Et c'est les mêmes Chinois qui achètent ce lithium pour aller fabriquer des batteries, des motos électriques et revenir nous vendre ça. Et qu'est-ce que nous devrons utiliser? Parce qu'ils vendent ça dans le monde entier, ce n'est pas seulement qu'au Mali. Nous devrons négocier nos contrats en demandant à nos partenaires chinois, OK, on vous vend la matière première, mais en contrepartie, nous voulons un transfert de technologie. Nous voulons que vous nous aidez à installer au Mali les batteries à lithium made in Mali. OK? Ça va permettre que tous les Maliens auront presque de l'électricité presque à 0 francs. Parce que quand vous prenez l'installation solaire, le coût le plus important, ça, c'est le coût de la batterie. Et vous avez quelques panneaux solaires. Les panneaux aussi, on peut demander à ces mêmes Chinois de nous installer une usine de fabrication de panneaux solaires. Et là, ça réduit vraiment notre dépendance en hydrocarbures. Ouais. Vous allez voir que les boulangeries, les usines, même les usines, vont commencer maintenant à se mettre dans l'énergie solaire. Dans les mines actuellement, il y a beaucoup de mines qui ont mis des centrales solaires là-bas pour faire fonctionner. Ils n'ont même pas besoin d'hydrocarbures. Même s'ils en ont besoin, le besoin est très, très réduit. Mais maintenant, moi, je pense que c'est comme ça que l'État malien doit réfléchir d'ici 10 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être dépendant de l'hydrocarbure? Vu qu'on n'est pas producteur d'abord. Peut-être avec le vœu, peut-être avec beaucoup de recherches, je pense que cela peut venir, mais il faudrait que vraiment nous cherchions à réduire notre dépendance en hydrocarbures. Et si vous faites le calcul, chaque année, combien le Mali dépense dans l'importation de l'hydrocarbure, à tel point que la douane se flatte du montant d'argent qu'elle fait rentrer dans la caisse de l'État. Mais tout cet argent-là, ça vient d'où? La majorité, ça vient de l'importation de l'hydrocarbure. Et ça n'arrange pas l'État malien. Ça n'arrange pas du tout l'État malien parce que l'argent que vous êtes en train d'exporter dépasse plus de 10 fois ce que vous importez. Donc moi, je pense que si nous voulons développer nos industries, si nous voulons développer notre transport en commun, parce que si vous voyez que les gens se plaignent, parce que c'est le déplacement, comme il l'a si bien dit, qui est en train de se plaindre. Si on avait eu l'idée de mettre en place, de développer le transport urbain, le transport commun, peut-être que même si le problème de l'hydrocarbure est arrivé, on n'allait pas être impacté jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Vous allez voir aujourd'hui, comme il a dit qu'il ne veut pas parler trop des conséquences, mais si on ne fait pas attention, certaines boulangeries sont en train de fermer. Parce que ces boulangeries marchent sur l'électricité et ils marchent avec les groupes. Mais maintenant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant. La boulangerie va fermer et mettre la clé sous le paillasson. C'est déjà le cas dans certaines régions. Et combien de gens vont se retrouver en chômage? Et le consommateur qui est là ne va plus trouver le pain. Comment est-ce qu'il va faire maintenant? Moi, je pense que les conséquences, il y en a plein. Mais maintenant, c'est à l'État de réfléchir quelles sont les solutions alternatives. Et cette solution, ça ne doit pas être de solution Jenny Kanimi. Tout de suite, je règle le problème et puis si c'est réglé, je n'en reviens. Non, il faut voir la solution à court, long et moyen terme. Moyen terme et long terme. Et maintenant, je pense que si nous arriverons à avoir la chance, j'en suis sûr qu'on va s'en sortir. C'est sûr qu'on va s'en sortir. Mais maintenant, quand on va s'en sortir, il ne faudrait pas que les mêmes erreurs nous reviennent. Comme me disait un professeur, une erreur mal comprise va se répéter. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Diallo. Monsieur Fofana, dans la même veine. Oui. À court terme, je crois que, bien sûr, j'ai dit qu'il faut
diversifier. Là, on va là à court terme parce qu'on est dans une crise et comment sortir. Aujourd'hui, ce qu'il faut tout de suite, diversifier les sources d'approvisionnement. Ça, l'État peut le faire et nos opérateurs ont cette capacité. Et vraiment que l'État donne des opportunités à ces opérateurs-là, à ces transporteurs, à ces opérateurs. À court terme, ils peuvent faire beaucoup de choses. À moyen terme, on a déjà l'Office malien du pétrole, l'ONAP qui est là, l'OMAP qui est là. Que l'État lui donne des moyens nécessaires pour au moins faire un stock. Ça, ce n'est pas question de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Un État avec la volonté, on peut le faire. On peut le faire. Et les gens ont accepté de donner 100 francs. Mais on pensait que déjà, on allait aller à l'hydroélectrique. On espérait que, au moins, voir sortir de terre un barrage hydroélectrique. On ne l'a pas vu. Ça, à moyen terme, l'État peut le faire. On a déjà l'Agence des énergies renouvelables et du biocarburant. Mais déjà, quand eux, ils ont les moyens et ils ont une bonne politique. C'est-à-dire nous avons tout pour ne pas tomber dans ce problème. Des outils qui peuvent être utilisés. C'est ça, qu'on donne des moyens à ces deux entités-là à court terme. Et ça va réduire de beaucoup notre dépendance. Ça, c'est clair. Les bioénergies sont là. L'électricité, comme il l'a dit, c'est là. On est un pays d'élevage. Ce qui est sûr et certain, quand on a les bioénergies là, le gaz là, ça peut suppléer à ça. Aujourd'hui, les gaz de 6500, ils sont partis à 12 500. Et les charbons, si on ne fait pas attention, ça va flammer. On est déjà entre 6500 et 7000. Donc, déjà, c'est grave. Alors qu'on a des moyens à l'immédiat, quand même, le gras du problème, la charge du Mali, c'est Bamako. Quand Bamako est supporté là, ça prend les autres, le reste du Mali. Là, alors, qu'est-ce que dans ce cas... oui, donc ça, c'est à moyen terme là. À long terme là. Moi, je veux que l'État même programme d'aller vers le nucléaire. Ça, c'est obligatoire. Et on est un pays... Les géologues sont là. Seraient trouvé qu'au moins nous avons notre raffinerie à nous. Tout à fait. À long terme, il faut qu'on passe à ça. Non, on pourrait même faire les pipelines. C'est ça. Donc, les pipelines à long terme là. De Abidjan jusqu'à Sikasso. Comme ça, là, on n'avait pas besoin de camions. Les camions pouvaient prendre à Sikasso pour faire le dispatching, c'est-à-dire aller dans les régions. Mais maintenant, à quoi ça nous coûtait de faire un pipeline d'Abidjan à Sikasso? Voilà, et faire un pipeline de Dakar à Kaï. Mais c'est plus rentable que de faire déplacer. À long terme, quand même. Qu'est-ce que vous pensez, actualité un petit peu oblige de l'approvisionnement, en tout cas qui est en vue avec la Russie? Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? La solution avec la Russie? Oui, la Russie par rapport à l'importation. Mais oui. Ça revient à ce que je vous ai dit. Ça, c'est les solutions Djenikanimi. C'est la solution, comme vous l'avez dit, la solution tout de suite là. Ça, c'est mais maintenant, la solution tout de suite là, dans l'urgence, il faut inonder le marché pour faire casser la demande. Voilà. C'est la crise. C'est la seule solution. Voilà. C'est-à-dire, comment faire vraiment un convoi de plus de 1000 citernes. Plus de 1000 citernes. Et ravitailler toutes les stations. Et maintenant, pour mettre fin au désordre, moi, quand j'ai dit cette idée-là, quelqu'un m'a dit que c'est pas bon. J'ai dit il faut faire un couvre-feu pour que tout le monde rentre à 0 heure, pour que les stations soient complètement libérées. Comme ça, quand les citernes vont venir, les citernes auront l'accès facile à toutes les stations. Mais maintenant, avec ce désordre-là, même les citernes n'arrivent pas à atteindre la station. Comment vous pouvez résoudre ce désordre? À mon avis, quand nous allons faire importer le maximum, c'est-à-dire un convoi minimum de 1000 camions bien sécurisés qui arrivent, il faudrait faire un couvre-feu à ravitailler toutes les stations et faire chuter maintenant, c'est-à-dire faire dépasser l'offre
sur la demande. Vous allez voir que ceux qui achètent les bidons, là, ça n'aura plus de sens parce que moi, je sors, je vais dans une station, je trouve le carburant. Je n'ai pas besoin d'aller acheter. Le président de la transition, quand même, lors de son discours, lors de l'inauguration à Bougouni, a quand même suggéré une approche, je ne sais pas si vous la partagez aussi. Réduire les déplacements. Oui, l'approche, c'est comme quoi il faut réduire la consommation et de voir. Est-ce que vous partagez aussi cette approche? Moi, je partage. Oui. Parce que le gaspillage, là, il faut en parler aussi. Non, ce n'est pas du gaspillage, c'était la consommation normale. Maintenant, il faut la réduire. Oui, parce que si on dit réduire, c'est de réduire d'abord le gaspillage. Il y a de ces déplacements inutiles-là. Quand tu es dans une crise, il faut les réduire. Pas pour tout le monde. Oui, c'est pas du déplacement inutile pour tout le monde. Non, si je dis inutile, il y a des urgences. N'est-ce pas? Par exemple, moi, j'avais suggéré qu'il y ait des stations dédiées uniquement pour les véhicules d'urgence. Je l'avais suggéré de faire des stations dédiées uniquement pour le transport en commun. Des stations dédiées pour les forces de sécurité. Afin que tous ces brouilles ne puissent... On va tous se rencontrer, mais ce n'est pas bon. Il faut faire des stations uniquement pour les motos. Faire mettre de l'ordre d'abord. Bon, maintenant, passer à la phase de sensibilisation. La phase de sensibilisation, c'est ce que le président a dit. C'est-à-dire, certains déplacements, il faudrait vraiment les réduire. Les déplacements, quand tu quittes le travail, tu rentres à la maison, reste tranquille. Je vais au grain, ceci, c'est là. Si tu peux aller à pied, il n'y a pas de problème. Ça, c'est au niveau de l'État, peut-être qu'il faudrait aussi parler. Ça, c'est l'État aussi doit prendre des mesures pour réduire le gaspillage au niveau des services publics, parce que ça arrive souvent. Donc, à mon avis, dans une situation d'urgence, on s'adapte au problème. Ce n'est pas au problème de s'adapter à nous, hein. C'est nous qui nous adaptons maintenant au problème. Quand il y a eu Covid-19, on a été mis à des restrictions. Est-ce qu'on n'a pas respecté? On a respecté. Parce que les gens avaient peur d'attraper la maladie. C'est la même chose aussi. Quand la crise vient, moi je pense qu'il faut s'adapter. Il y a des déplacements vraiment inutiles qu'il faut éviter. Votre avis là-dessus? Oui, vous dites que les déplacements, c'est-à-dire quand tu prends les déplacements des consommateurs, je peux dire que les 40% sont des déplacements inutiles. Prends les jeunes qui ont des motos, je vais à 2 carrés, pam, prrr, il va s'arrêter, prrr, il revient. Ça ne sert à rien. Les femmes à 100 mètres sont obligées de prendre les motos. Non. Même pour aller au marché, souvent. Mais il faut qu'on marche un peu. C'est-à-dire, il faut profiter de cette situation. Elle n'a pas été même, je vais dire, avec cette crise-là, les hôpitaux, là, il faut voir, il y aura moins de malades parce que les gens vont marcher. Même il y a moins d'accidents maintenant. Hein. La route, là, les accidents, ça a diminué. Ça, c'est la fleur du mal. Merci beaucoup. Ça, c'est la fleur du mal. Merci beaucoup. Alors, nous allons aller aux recommandations. Vous en avez déjà apporté pas mal sur ce plateau, mais c'est le propre de ce plateau de terminer toujours avec des pistes de solutions au-delà de tout ce qui a été déjà dit, mais vraiment pour pouvoir boucler cette thématique aujourd'hui. Ok, moi, mes recommandations, d'abord, ça va être une répétition. Comme on le dit, je suis enseignant. La répétition est pédagogique. C'est-à-dire, il faudrait... Les solutions à court terme, je crois qu'on l'a discuté ici, il faut vraiment faire rentrer une grande quantité de réserves et inonder il faut que l'offre dépasse la demande. Ça va maintenir vraiment, ça va réduire la panique. Les gens vont prendre le carburant sans faire de rang. Et je crois que ça va arrêter la spéculation. 2, ça c'est vraiment de trouver une solution pour mettre fin au désordre et en dédiant des stations à des corporations afin de réduire un peu les désordres dans certaines stations. Ça c'est la solution à court terme. La solution à moyen et long terme, ça c'est d'abord il faut changer notre méthode. Notre méthode c'est quoi? Notre économie, il ne faudra pas que ça soit lié, que tout soit lié à l'hydrocarbure. Il faut une diversification. Une diversification, qu'on appelle mix énergétique. Il faut que nous basculons ou bien nous migrons vers les énergies renouvelables dont la matière première est déjà chez nous. Il ne faut pas que toute l'économie, toutes les activités soient liées vraiment à l'hydrocarbure. Il faut vraiment qu'on puisse réduire notre dépendance à l'hydrocarbure. Et surtout, il a si bien dit aussi, peut-être avec les Russes, de pouvoir penser à mettre une centrale nucléaire. C'est bel et bien possible. Et le coût d'une centrale, l'électricité produite par une centrale, c'est l'électricité la moins chère dans le monde. La moins chère dans le monde. Et vraiment,
nous étant un État qui n'a pas trop de moyens, on aurait dû penser à ça il y a très longtemps. Parce que les industries ne peuvent pas se développer tant que le coût d'énergie est très élevé. Et qui dit les industries, c'est eux qui fabriquent les produits alimentaires que les consommateurs utilisent. Mais maintenant, quand on va baisser le coût de l'électricité, vous allez voir que ça va impacter sur le prix de tous les produits. Et maintenant, de revoir aussi notre transport, le transport urbain et interurbain. Et c'est d'aller maintenant vers les énergies renouvelables avec les bus électriques. À mon avis, ça pourrait vraiment réduire notre dépendance. À l'intérieur des grandes villes aussi, telles que Bamako, c'est de développer les transports communs. Tout le monde ne doit pas acheter de moto. Regardez le nombre de motos qu'il y a à Bamako, c'est énorme. Si on avait développé le transport commun, on n'avait pas besoin tous de prendre une moto pour aller au travail. S'il y avait des tramways, des bus électriques vraiment bien truqués, mais vous prenez le bus et puis vous partez à votre boulot et ça vous revient moins cher. Si vous voyez qu'on prend les taxis, les trucs, c'est parce que cela n'a pas été développé. Moi, je pense que l'État doit travailler sur ce facteur-là, les transports communs, les bus interurbains aussi. Pensez les déplacements Bamako, Ségou, Sikasso, de développer les bus électriques qui peuvent faire ça à moindre coût. Et même le transport de nos produits agricoles. Si le coût du transport baisse, ça va juste sur tout ça. Donc moi, je pense que nous devrons vraiment voir notre méthode. La dernière chose, comme il l'a dit, nous devrons diversifier maintenant nos partenaires, nos sources d'approvisionnement et nos voies d'accès vraiment à notre désenclavement. Il ne faut pas que ça soit uniquement que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et nous voyons les conséquences. Si on avait d'autres voies d'accès, peut-être que ce qui nous arrive aujourd'hui n'allait pas nous arriver. Et surtout de développer aussi le mode de transport du chemin de fer, la voie ferrée, qu'on a abandonné. En réalité, c'est ça notre solution. Notre salut vient de là. Sinon, les transports avec les citernes, là, ce n'est pas la bonne solution. D'accord. Voilà. Donc, c'est ces recommandations que moi, j'avais à faire. D'accord, M. Merci Diallo. beaucoup. Monsieur Fofana, Oui. vos pistes de solutions, recommandations pour notamment sortir rapidement de cette crise du carburant, au-delà de tout ce qui a été dit. Oui, Vous avez au-delà d'autres de choses tout à ce qui a rajouter. été dit, bon, ce que je peux ajouter, c'est de dire vraiment, il y a eu des mesures qui ont été prises. Et vraiment, c'est de veiller vraiment à l'application de ces mesures-là, dans les stations, tout. Tout ce qu'on a annoncé, et du côté du gouvernorat et du côté national, c'est de faire respecter l'ordre et d'appliquer strictement les mesures annoncées. Très important. L'approvisionnement en masse, il est à Bamako, mais qu'on n'approvisionne pas seulement Bamako, mais qu'on approvisionne l'ensemble du territoire en même temps. Quand tu prends pour aller vendre au Mandé, si au Mandé il y a le carburant, tu vas où? Donc on approvisionne tout le monde et en même temps. Et si on le fait, vraiment les spéculations là, ça va cesser. Et surtout, je reviens là-dessus, vraiment les mesures annoncées, qu'on les applique strictement à la lettre. Ça, c'est le plus important. D'accord. Merci beaucoup, chers invités, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de notre réflexion du jour. Nous avons sur le plateau M. Makan Fofana. Nous avons aussi M. Djibril Diallo. Voilà. Makan Fofana, il est le vice-président chargé des questions de transport et d'énergie de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. M. Fofana, votre conclusion et mot de la fin, histoire de dire au revoir à nos téléspectateurs. Ok, je reviens encore en remerciant vraiment nos opérateurs. Vraiment, il faut les saluer, les chauffeurs, les transporteurs, les opérateurs, même les forces de l'ordre, il faut les saluer. Vraiment, je les salue. Ça, ce n'est pas... Ça, je ne le fais pas très souvent. Mais maintenant, c'est nécessaire. Et vraiment, j'invite les autorités à être regardants. Ce ministère de l'équipement et des transports-là, vraiment que l'État vraiment soit regardant envers ce ministère-là. Aujourd'hui, nous n'avons pas de route. Toli à Kastokoda Datukuna, quoi. Sinon, Sira Tei. S'il y a les routes,
je sais que nos opérateurs peuvent faire venir les bus en pagaille et en nagaille. Mais il n'y a pas de route. D'accord. Il n'y a rien. Merci beaucoup, M. Fofana. Vraiment, je pense que le message a été entendu. Voilà, deuxième invité sur ce plateau, téléspectateur, il s'agit de M. Djibril Diallo. Il est géologue minier, enseignant, chercheur. M. Diallo, merci beaucoup. Merci, madame. Merci de nous avoir appelés afin que nous échangeons sur cette thématique d'une importance capitale. Nous avons essayé de donner nos avis techniques par rapport à la situation qui est là. Et la solution est dans la main des autorités. Nous pouvons critiquer. Nos critiques sont des critiques constructives. C'est pour trouver les meilleures solutions. Et c'est peu qu'on n'a pas raison à 100%, mais ce qui est sûr, ces idées-là peuvent les aider à trouver la meilleure formule, la meilleure solution. Et actuellement, ça c'est le défi sécuritaire et le défi logistique qu'il faudrait remédier le plus rapidement possible. Et je pense que avec le travail abattu qui est en train d'être fait par les autorités, je pense que c'est une question de jours, on va s'en sortir. Et le conseil que moi je peux leur donner, c'est qu'on arrive à réfléchir à long terme, qu'on ne puisse pas retomber dans les mêmes erreurs encore. Et vraiment, c'est ça que moi je peux ajouter. Vous saluez votre média pour vraiment votre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diallo. Téléspectateurs de Mandé TV, voilà, j'espère que vous avez eu pas mal de réponses aux questions que vous posez par rapport à cette crise du carburant, voilà, qui est le thème de notre plateau d'aujourd'hui. Crise du carburant, comment réellement y remédier, voilà, j'espère que vous avez eu des pistes de solutions et j'espère aussi que les messages ont été entendus par nos autorités, à savoir surtout qu'il faut revoir les politiques et notamment prendre des mesures sur le court, moyen et long terme pour le bonheur des citoyens, tout simplement. On se dit à la prochaine, téléspectateurs de Mandé TV. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin. Restez sur nos pages Mandé TV, YouTube, Mandé TV Reflet du Mali. Je remercie la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine pour un autre débat de réflexion sur ce plateau. Merci.